Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal déviré, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission. Je suis très heureux comme tous les soirs de vous retrouver pour le meilleur en Access Prime sur votre chaîne, la bien nommée, la chaîne locale, à nous-mêmes, qu'à nous-mêmes, ATG, toi-même tu sais. Bon, et bien direction forcément ceux et celles qui font la Guyane d'aujourd'hui, d'hier et de demain, je ne cesse de vous le répéter, mais c'est important. On découvre des gens qu'on connaît, ou on redécouvre des gens qu'on connaissait, ou on découvre des gens qu'on ne connaissait pas tout simplement. Bon, l'homme qui va nous rejoindre, très chers amis, est connu. Dommage que Vanessa ne soit pas là ce soir, c'est un bel homme. Paraît-il un beau parti. Ambiance en plus régulièrement. On y reviendra. Merci d'accueillir Monsieur Franck Pastor, s'il vous plaît. Patron. Bonsoir Franck, comment allez-vous? Ben, ça va, ça va. Oui, on se connaît, mais oui, à la télé, on ne se connaît pas. Asseyez-vous. Merci. Bon, je suis bien content que vous soyez là. Moi aussi, je suis content d'être là. Non, mais vraiment. Alors, vous avez un petit truc à boire ou pas? Ah oui, de l'eau, oui. Ouais, oui. On a que ça de toute façon. J'allais me lever pour me servir. Non, mais... vous pouvez. Ah tiens, on l'a jamais fait. Tiens, un invité qui se sert. Ah ben voilà. Bon, allez. Un invité qui se sert. Allez-y. Le plateau, Jordan. Je vous en prie, je vous en prie. Moi, ça me permet de préparer. Il y a mon verre aussi à l'intérieur. Remets-nous des glaces. Moi, j'ai déjà mon verre. Oui. Remets-nous des glaces. J'ai un mélange. Mon verre, du coup. Bah, prenez, voilà. Je me sers. Hein. Bah, je vous en prie, faites comme à la maison. J'ai un petit peu l'habitude. Ouais, faites comme à la maison. Oui, en plus, hein, des formations professionnelles. Franck, vous êtes né le 17 janvier 1984. C'est bien ça. Vous êtes né près de Marseille. C'est bien ça. La Ciotat. Oui, la Ciotat. Ouais. Ça vous fait quelque chose quand vous voyez Plus belle la vie? Je suis parti très jeune, ouais. Donc non plus vraiment. Il me reste la famille, mais sinon la métropole. Vous regardez Plus belle la vie ou pas? Non du tout. Il doit être fan, il a des posters et tout. Bon, votre père est entrepreneur. C'est bien ça. Finalement, votre maman qui est pas femme au foyer parce qu'elle accompagne son époux dans les affaires, on peut dire que c'est une femme d'affaires aussi. Femme d'affaires. Hein, ouais. Vous n'avez pas de frères et sœurs? Non, fils unique. Un peu choyé. Un peu choyé, oui. Ouais, tant mieux finalement. Oui, tant mieux. Enfin, oui et non. Vous regrettiez de pas avoir de frères et sœurs? Ah oui, j'aurais bien aimé. C'est vrai? Oui. Ouais. Ouais. Petit, grand, vous souhaitiez être l'aîné? J'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi, mais j'aurais bien aimé, frère ou sœur, j'aurais bien aimé. Bon, n'empêche, ça vous empêche pas d'avoir tout un tas d'amis. Oui. Des vrais comme de faux, parce que forcément, quand on est dans l'univers de la nuit, on intéresse beaucoup de monde. Je sais pas, peut-être. Ouais, il est malin, on va y revenir. Vous êtes papa également? Oui. Vous avez 2 enfants? 2 enfants. Voilà, on les salue, 5 et 10 ans, garçons et filles? 9 et 5. Ah mince. Garçons et filles. D'accord, Oui. Le choix du roi, on les salue. Votre adolescence, vous la faites, je vais même pas dire du côté de la Ciotat, parce qu'à 1 an, vous partez rapidement en fait, hein, Oui. en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est bien ça. Pourquoi vous partez en Côte d'Ivoire? Mes parents, à un moment, ils ont voulu voyager, voir autre chose, voir du pays, et voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. La vôtre, hein, la vôtre, oui, enfin. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez des souvenirs de Côte d'Ivoire? Un tout petit peu. C'est vrai? Des flashs? Un petit peu, des flashs, parce que je suis resté 3 ans, de 1 an à 4 ans. Ouais. Donc j'étais petit, mais un petit peu. Bon, on était à 300 km de la capitale, donc un petit peu perdu. Votre père de profession, il n'a pas vocation à bouger tant que ça, parce qu'il est infirmier en fait. Il est infirmier, ma mère coiffeuse. Ouais. Et c'est vrai que c'est une question de tempérament. Ils ont voulu voyager, voir autre chose. Voilà. Très tôt, ils ont eu le sens du business malgré tout, quoi. C'est vrai que oui. Parce qu'elle pouvait se contenter, votre maman, de rester coiffeuse, votre père infirmier, ça aurait pu très bien tourner. Et c'est vrai que tous les deux ans, par choix, ils ont changé d'activité. Ouais. Parce qu'ils ont faire autre chose, envie d'essayer ci, ça. Bon, alors ce qui est marrant avec ces personnes-là, c'est qu'ils ne choisissent pas la ville d'à côté, c'est le pays d'à côté. Enfin, même pas d'à côté, c'est le pays lointain. Le pays lointain. En l'occurrence, donc là, l'Afrique. Puis,
quand vous quittez l'Afrique, c'est pour la Guyane. Pour la Guyane. Pourquoi la Guyane, là encore? Aventure totale. Aventure totale. Ouais, vos parents ne connaissaient pas la Guyane? Non plus, non du tout. Ouais. Donc quand vous arrivez ici en 89, vous avez 5 ans. Est-ce que vous gardez vos premiers souvenirs de votre arrivée en Guyane ou pas? Non, les tout premiers non. Ouais. Les tout premiers non, mais c'est vrai qu'après, oui, j'ai beaucoup de souvenirs. Quand vous même. rentrez à l'école, Voilà, l'école Henri-Agarande. À Châtenay, c'est Ouais. ça, ouais. C'était bien? Ouais, c'était bien, c'est bien, ouais. Ouais. École primaire, ouais, élémentaire, tout ça. Nonon. Collège Nonon. Ouais. Alors, un petit passage par Mayotte avant. Ah, Mayotte. Voilà. Donc vous ouais. bougez encore entre-temps? Entre-temps, on a dû faire, je pense, 4 ans, 5 ans, 4-5 ans Mayotte? Non, 4-5 ans en Guyane. Ouais. On a fait 4 ans sur Mayotte Et vous revenez? et je reviens. Pourquoi vous Ouais, revenez on là, revient. cette fois-ci en Guyane? Ben parce que la Guyane nous a plu, Ah parce ouais. qu'on y était bien, parce que peut-être un petit peu le carnaval qui a manqué à mon père, je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je pense non. C'est un ensemble, mais c'est vrai que la Guyane avait beaucoup plu à mes parents. Bon, moi à cette époque-là, j'avais pas trop. Bien sûr, vous suiviez, hein. Voilà, je suivais. Ouais. Et c'est vrai que de retour, j'ai plus exactement l'année, je sais plus exactement, mais. Donc là, vous revenez. Nonon, Vidal. Collège Nonon, voilà ça. Voilà, Vidal. collège Nonon. Et après lycée Vidal. Quel genre d'élève vous étiez? Quel genre d'adolescent d'ailleurs vous étiez? Qu'est-ce qu'on dit de vous? Vous étiez calme ou vous étiez un petit peu... Alors, poli, ouais, vous étiez respectueux. C'est vrai? Non, mais un petit peu agité, pas forcément. J'aimais pas trop les devoirs à la maison, en fait, Ouais. je crois. Vous n'aimez pas l'école? Non, pas trop. Non. Ouais. Il y a des matières Pas dans lesquelles trop. vous étiez... que vous aimiez finalement? Oui, plus les maths. Ah ouais? Plus les maths. Bon, je vais dire sport comme Ouais. tous les garçons. Oui, plus les maths, oui. Ouais, Plus vous n'étiez je suis pas porté sur les langues, la littéraire, littérature, non, langue et littérature, non. Bon, quelque part, vous avez l'esprit pratique et logique, les maths. Voilà. Ça correspond aussi avec le sens du business et des affaires que vous aurez développé par la suite et on va y revenir. Vous continuez vos classes. Vous faites quand même un bac pro. Oui. Bac pro commerce en alternance. C'est vous qui faites ce choix ou c'est vos parents qui vous aiguillent un peu vers Non, non, c'est moi qui fais. Non, j'ai voulu être en commerce. Ouais. Ouais, j'ai voulu. Ouais. Et là, vous arrêtez avant le BTS. En fait, c'est pas exactement ça. J'étais inscrit pour le BTS, je devais poursuivre. De toute façon, c'est ce qui était prévu. Parce que là, en alternance, vous goûtez un peu le milieu professionnel. Voilà, en fait, déjà. c'est ça. C'est qu'en fait, en alternance, j'ai goûté un petit peu. au Pollué premier- par l'argent, c'est ça? Non, pas pollué par l'argent, mais le premier salaire et puis surtout le goût du business, on Ouais, tombe vite. ouais, Et je me suis dit, mais en fin de compte, ma place, elle est là, donc j'y vais au plus vite, quoi. Ça vous a donné déjà là envie de monter votre propre affaire ou pas? En fait, j'ai toujours voulu, déjà depuis longtemps, être dans l'immobilier. J'ai toujours voulu avoir une boîte. Il depuis paraît le que collège. petit, Ouais. dès le collège, vous disiez j'aurai ma boîte. Oui, ouais. C'est vrai? Je voulais ma boîte de nuit. Ouais. Pourquoi? Pour inviter les potes? Non, parce que je suis un oiseau de nuit. Hein. Depuis que j'ai eu l'âge de sortir, Vous dormez pas la nuit? non, mais j'aime bien sortir. Depuis toujours, je sors. Ouais, Ouais. c'est mon truc. Vous êtes un fêtard. Ouais. Vous aimez ces ambiances. Ouais. Ouais. Bon, vous aimez quand il y a du monde. Oui. Enfin, pas forcément, mais les ambiances, ouais, un petit peu tout confondu, que ce soit discothèque, carnaval ou autre, mais vraiment de tout, quoi. Donc vous êtes plutôt bien tombé. Dans quelques minutes, on viendra sur cette boîte de nuit parce que ça arrive très très vite finalement. On va y venir là assez rapidement. D'abord, cher Franck, vous êtes notre invité et on va s'attacher à vous découvrir un petit peu. Qu'est-ce qu'écoute Franck Pastor? Eh ben oui, le mec il est patron de boîte de nuit, il est jeune. Vous avez quoi, 30 ans? 31. 31. Ouais. Bon, il écoute forcément ça. Alors, messieurs, je vous ai, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. C'est pas le son que je vous ai mis au départ, les gars. Regardez un peu votre fiche, hein, les mecs. Non, il a fallu que ça tombe sur vous. Voilà, c'est un. Je vous ai mis quelque chose. Donc on la refait. Je suis sûr que vous allez pouvoir nous, hein, j'ai confiance. Attention, vous écoutez, mon cher Franck, on fait comme si on n'avait rien fait, mais ils vous couperont pas au montage. Vous écoutez ceci. On va dire oui. Bon, non, vous écoutez pas ça? Non, moi je suis très reggae, Ouais. mais Les ambiances clubhouse, les trucs, les réalisations, les mixtapes de David Guetta. Mais on se dit que vous étiez un mais peu. Oui, enfin, j'écoute vraiment de tout. Hein. C'est-à-dire que là, je suis arrivé, j'ai écouté du style Pulse, du reggae. Ouais. Je peux écouter du Ray Charles, comme je peux écouter ce qu'on passe en ce moment en discothèque, donc les hits dancehall. Alors vous écoutez ceci vraiment, quand même. In every island, if you love life, we're the one. If you happy, we're the one. The party must hotter than this. Eh. Girl, I wine with cool and rum because all the party time, it's like a carnival. All the party time, C'est qui ça? it's like
Gianna King. Mais ouais. Gianna aussi qui passe quand même pas mal aussi chez vous. Oui, mais il est passé dernièrement. C'est un ami à vous? Oui, c'est un ami, ouais. Ouais. C'est un ami. Ben, c'est qu'on est, on est proche des artistes, mais à côté de ça, c'est un mec super sympa, c'est un ami. Bon, puis ça booste aussi la boîte. Oui, c'est vrai qu'on peut passer. C'est un échange mutuel. Il y a une échange mutuelle, ouais. Ouais. Beaucoup d'artistes qui passent à la discothèque. Ouais. Ouais, mais c'est une discothèque qui devient the place to be. Bientôt Jordan, peut-être. Bientôt, oui, je suis pas encore venu chez vous. Hein. C'est vrai. Attention, vous écoutez aussi ceci. Vous le disiez tout à l'heure, du reggae. Ça, c'est quoi, la maison, posée en famille? Tout seul? C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on passe dans la discothèque. Ah oui, c'est ça. Mais moi je suis très reggae. J'écoute pas mal de zouk aussi. J'écoute vraiment de tout, de la dancehall, mais que ce soit rétro, du local, Ruben en reggae qui est très bon. Ouais. Je veux dire, j'écoute un peu. Il faut vous fâcher avec personne. Vous écoutez de tout. Ouais, j'écoute de tout. Ouais, ok. Bon, la boîte de nuit, donc je le dis, arrive assez vite. Juste avant cette boîte de nuit, il y a une autre boîte. C'est une boîte que tient votre père, et c'est pas une boîte de nuit, c'est une boîte automobile. Ah oui. ouais. Bah, c'est un garage, un garage vente de véhicules d'occasion. Ouais. Donc c'est un garage d'occasion. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez avec votre père au départ? Vous avez 21 ans, hein? Non, 20, même pas. 19? Avant ça. À la base, j'ai commencé en tant que laveur de voiture. Ouais. Après, j'ai fait essayer les véhicules aux clients. Après, je suis passé commercial. Quand j'ai fait mon bac en alternance, du coup, j'étais commercial. Je profite, un bon vendeur au passage, donc du coup c'est ce qui m'a motivé à peut-être pas forcément poursuivre le cursus scolaire. Ouais. Et donc voilà, ouais. Et à ce moment-là, quand vous avez 21 ans, qu'est-ce qui se passe? Votre père a envie d'autre chose? En fait, comme ils ont toujours fait, il y a un moment où il a voulu passer à autre chose. Ouais. Il a vraiment touché à tout. Et à cette époque, j'étais commercial et il cherchait à vendre. Ouais. Il cherchait à vendre, etc., etc. Moi, je devais démarrer mon BTS. Et puis, je me suis levé un matin, je me suis dit, mais bon, il veut vendre, mais pourquoi je ne lui achèterais pas? J'avais pu faire un petit peu d'économie. Et j'ai dit, voilà, si tu ne trouves pas, moi, je te propose un échéancier. Moi, ton fils, je te propose un échéancier. Voilà. J'ai pas été pris au sérieux tout de suite. Oui. Mais c'est vrai que comme... et ça, vous le faites, vous avez 21 ans. Ouais. C'est balèze, hein? Je sais pas, je sais pas si c'est balèze, mais en tout cas, ça m'a plu tout de suite, quoi. Le business, les affaires, le commerce. Donc, il vous prend pas au sérieux tout de suite, votre père? Non, j'ai pas été pris au sérieux tout de suite. À la base, je pense que c'est peut-être aussi parce qu'il a pas tout de suite trouvé un acheteur, qu'au final, ça va par dépit, en fait. C'est ça? Vous pensez, vraiment? Non, je pense que j'ai fait mes preuves au niveau de la vente. Ouais. Et après, au niveau de la gestion, il faut apprendre. Je veux dire, c'est pas aussi simple. C'est au quotidien. Donc, vous prenez cette société, vous la gardez 3 ans. Voilà. Et malgré tout, ça fonctionne. Ah ça fonctionnait bien. Ça fonctionne si bien que quand les gens en entendent parler, on vous la rachète, cette boîte. On vous propose de la racheter. Moi, j'ai 2 acheteurs qui sont présentés. Vous ne cherchez même pas à vendre, en fait. Non, je ne cherchais pas à vendre. Et puis, du coup, je me suis dit, oui, pourquoi pas, annoncer un prix, on négocie, on tombe d'accord. Mais au final, vu que la vente, c'était intéressant, donc pourquoi pas. Bon, vous vendez, et là, vous avez un petit pécule, tant mieux. Qu'est-ce que vous en faites? Vous le gardez? Alors, je le garde, et puis je me suis dit, ma reconversion, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai toujours cette idée de discothèque en tête. Donc, je cherche, je vois un petit peu les franchises, pas franchises, etc. Et puis un jour, j'ai un coup de fil d'un ami. On vous contacte. À l'époque, c'est l'ancien beach club devenu Loft. Voilà, l'ancien beach club. Voilà, on s'en souvient. L'ancien beach club. Et donc, finalement, on vous dit, c'est disponible? En fait, on me dit, voilà, là le beach club, c'est un bâtiment qui devait être rasé. Bon, maintenant, il n'existe plus. Bien sûr. On me dit, voilà, le temps qu'on rase le bâtiment, il y a une discothèque là qui ne fonctionne pas, qui ne tourne pas. On aurait bien aimé que... Voilà, si qui rentre, alors. Si tu y gagnes, j'y gagne, et puis voilà. Bon, moi, je reçois un coup de fil, je faisais des courses. J'ai dit, écoute, je vais réfléchir, c'était un ami, je vais voir, et puis pourquoi pas. Ouais. Et vous le faites. Voilà. Et qu'est-ce que vous mettez en place alors? À la base, c'est vrai qu'on a démarré, c'était un petit peu une équipe de potes. Ouais. C'est que c'était quand même sérieux. Je veux dire, j'ai pas perdu de vue le fait que ce soit du business, mais c'était une équipe de potes, donc on se dit, pourquoi pas, on avait 6 mois devant nous, donc on a fait des soirées. Et ça s'appelait déjà le Loft? Ça s'appelait déjà le Loft, parce que c'était en fin de vie, la discothèque était... Bien sûr. Et ça a pris de l'ampleur, il y avait une demande. Parce que vous aviez mis des concepts en place ou pas?
Parce que cette boîte était quand même grande et il fallait qu'elle continue et elle attirait déjà naturellement du monde. Non, à cette époque, la discothèque ne fonctionnait plus. C'était de location de salle, il y avait plus de clients. Donc vous y étiez pour quelque chose? Je pense l'équipe, tout le monde, oui. Il y avait peut-être une demande, tout simplement. On s'est présenté peut-être au bon moment, peut-être qu'on a fait la différence. C'était quoi la cible? La cible, c'était un petit peu nous. Parce que quand je dis nous, c'est-à-dire la tranche d'âge, j'avais quoi? Je ne sais plus exactement quel âge j'avais, mais c'était... Voilà, pas encore 25 ans. Voilà, en gros, on a fait une ambiance pour du 20-25 ans. Pour les potes ont prévenu les potes et la boîte s'est vite remplie. Juste derrière cette boîte, vous prenez... à un moment donné, donc ça se finit, les 6 mois arrivent à échéance, voilà. Belle expérience, vous en gardez de bonnes choses, des réflexes à faire, à prendre et surtout, j'imagine, des choses à ne plus faire. Arrive le Lido. Et plus précisément... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, en fait, ce qui se passe, quand à la fin du loft, on s'est dit, bon, maintenant on fait quoi? Je veux dire, tous les week-ends, on a du monde, je veux dire, ça prend de l'ampleur. Et il y avait on a le Lido, et derrière le Lido, il y avait une petite discothèque qui s'appelait le Club. Ouais. Et le Club était disponible. Je me suis dit, écoute, ce serait dommage qu'on. Alors c'est rigolo, mais le Club, c'est un peu le Lido finalement. C'est une ambiance VIP, mais dans le bâtiment du Lido, quoi. Dans le bâtiment du Lido. Donc c'est tout petit finalement. Ça faisait 200 mètres carrés, alors que le Lido en fait 500, 700 mètres carrés. Ouais. Donc du coup, voilà. Mais pour vous, c'était pas suffisant, puisque vous les remplissez tout de suite. C'était pas que c'était pas suffisant, mais on ne fait que ce qui était les opportunités qui se sont présentées. Donc ça s'est bien passé. Et puis il arrive un moment où on remplissait plus le Club que le Lido à côté. Ouais. Et donc du coup, j'ai demandé si on pouvait basculer. Ouais. Et bon, ça a pris un petit peu de temps, on a basculé et on a rempli le Lido après. Donc du coup, il y a un moment, il faut se dire, voilà, quand ça marche, ça marche. J'ai mis le doigt dans un engrenage et puis c'était bête d'arrêter comme ça, surtout ça me plaisait et ça me plaît. Ouais. Vous avez évalué ce potentiel. Dans votre vie personnelle, est-ce que ça change des choses en termes, vous êtes papa, en termes d'horaire pour les enfants, en termes de vie de famille, de couple, comment ça se passe? C'est vrai que les week-ends, je veux dire, c'est compliqué de se dire on se fait une sortie quand on travaille. Le lendemain matin, c'est compliqué de se lever quand on est fatigué, comme ça, les repas de famille, etc. C'est un petit peu compliqué. Partir en week-end, c'est compliqué. C'est un choix de vie. Aujourd'hui, on ne fait pas forcément non plus ce qu'on veut parce que la conjoncture est difficile, donc je ne vais pas me plaindre. Les enfants, oui, ça tombe plutôt bien encore pour vous. Hein. Voilà, donc donc les enfants, on s'est organisé. Donc du coup, j'ai réussi à m'organiser. Ça va. Ouais, vous avez un cadre de vie qui vous convient. Ça va, il y a des moments où il faut pouvoir savoir faire le break et puis se dire, telle période, c'est une période calme. Vous fermez quand même, il y a des moments où vous fermez. J'ai du mal à déléguer. Même si l'équipe est super. Il paraît que vous êtes omniprésent. Ouais, j'ai du mal à déléguer, donc je préfère des fois fermer. Vous êtes là tous les soirs? Oui. D'ouverture? Tous les soirs. À moi, c'est vraiment... Vous n'avez pas de bras droit? Si, j'ai du monde. Hein. Mais vous êtes présent quand même. En fait, c'est chacun son rôle. Je pense il peut y avoir une urgence, un cas particulier où... Il paraît qu'une boîte de nuit sans patron, c'est pas une boîte de nuit. Il y a une gestion particulière. Ouais. Après donc cette expérience plutôt réussie du Lido, on va revenir sur le number one. Et là, tout démarre, j'ai envie de vous dire. Tout démarre dans quelques petites minutes. Regardez votre écran. Vous savez que dans cette émission, un petit passage qu'on appelle le morphing. Oui. Ouais, vous avez vu l'émission, vous l'avez déjà vu. Donc forcément, le morphing, vous allez essayer de reconnaître un visage, mon cher Franck. Morphing utile, on débriefe d'ailleurs juste après. Générique. Alors, regardez votre écran. Alors, je me reconnais. Ah, quand même. Ça, c'est déjà une chose. C'est bien. Et j'ai la sensation, j'ai l'impression que les yeux et le nez, peut-être que je me trompe, c'est Jean Rock. Alors là, vraiment. Non, vraiment. Parce que, sincèrement, c'était pas facile. Et je peux vous dire que même moi, en le faisant, je me suis dit, il trouvera jamais. Si j'avais parié, j'aurais perdu. Oui, mais la réponse, quand même... Jean Rock, agrandissez-moi ça, voilà. Jean Rock, Jean Rock et vous. Fait la même tête. C'est un modèle? Oui. Jean Rock, c'est un grand patron de boîte, c'est un grand homme d'affaires. VIP Room, ils sont partout, Paris, Cannes, Nice, Dubaï, New York. Ça vous fait rêver? Oui. Vraiment? Oui. Là, c'est des grosses soirées, J'aurais vraiment aimé. Donc, quelque part, c'est l'exemple à suivre, le maître étalon.
Ah oui, là, c'est bien choisi. Ouais. Bien choisi, ouais. Parfait, à la bonne heure. On continue sur cette... Puis c'est plutôt bien parti, vous êtes encore jeune, on l'a dit, vous avez 30 ans, 31 ans. Le Number One, célèbre boîte que l'on ne présentait plus, vieillissante aussi, on le disait, quoi, est à vendre ? Non, elle était un petit peu en fin de vie, et puis moi j'ai entendu que bon, voilà, c'était en train de plus ou moins de fermer. Number One, boîte en face du commissariat à l'époque. Voilà. Ça. Quelle est la réputation de cette boîte quand vous pensez la reprendre ? Enfin, tout d'abord, je voulais reprendre le Lido. Ah. Je voulais racheter le Lido. Bon, la négociation, oui, non, c'était un peu cher, on n'est pas tombé d'accord. Ouais. Et je me suis dit, bon, là, il ne faut pas trop que je perde de temps, parce que là, pour l'instant, je tiens un petit peu la tendance. Bien sûr. Et il y avait le Number One qui se portait pas forcément bien. J'avais entendu dire qu'il voulait peut-être fermer. Voilà. Et je me suis rapproché du Number One. Sauf qu'on m'a dit, écoute, le Number One, t'es fou, la boîte, elle est, louée, faire quelques soirées, oui, mais s'engager, faire des frais, faire des travaux, etc., non, parce que la discothèque, voilà, elle avait 30 ans. La clientèle qui venait n'était peut-être pas non plus celle que vous escomptiez, que vous souhaitiez faire. C'était pas la clientèle qui vous avait suivi au Loft, ni au Lido, on est d'accord. Non, c'était pas la même clientèle. C'était pas la même clientèle et on m'a dit, écoute, la discothèque a déjà sa réputation, bon, elle est vieille, je veux dire, ça va être compliqué de faire quelque chose avec cette boîte-là. Et avec tous ces éléments négatifs, ça ne vous empêche pas d'avancer, vous ? J'ai beaucoup hésité, c'est pas que ça m'empêchait d'avancer, c'est qu'il y a un moment, on fait avec ce qu'on peut faire, quoi. Ouais. On fait avec ce qu'on peut faire. Je voulais le Lido Night, ça n'a pas été possible. Ouais. Donc il vous fallait une boîte, n'importe comment. Vous auriez pu construire. C'est pas aussi simple que ça. Il faut des autorisations. C'est pas le problème d'autorisation, parce que même là, je veux dire, on est confronté aux autorisations, enfin à tout. Ouais. Mais une discothèque, pour construire, il faut un grand terrain, il faut beaucoup de sous, c'est différent. Là, j'ai surfé sur le fait qu'il y avait une discothèque qui était en train de fermer, donc j'ai pu. Voilà. Alors là, du coup, il y a aussi un problème, c'est qu'il faut des investisseurs. Il faut oui et non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, l'ensemble du bâtiment, donc le Number One, etc., Eldorado, appartenait au groupe Élysée. Oui, tout à fait, où il y avait le cinéma du même nom. Et c'est vrai que... Donc tout était à un moment donné à vendre, finalement, ou presque. Pas exactement. En fait, moi, je me suis rapproché du Number One. Il y avait encore le propriétaire. Je me suis rapproché, en fait, comme ça, de l'ancien Snack Élysée qu'il y a au Place des Palmiers. Bien sûr. Etc. Bon, je voulais prendre, c'était compliqué. Élysée voulait déménager aujourd'hui à Agora. Ouais. Il y avait des travaux à faire, mais il fallait faire des travaux d'étanchéité sur l'ensemble du bâtiment. Bon, bref, la discussion a amené à une vente de l'ensemble du bâtiment. Ouais. À ce moment-là, en fait, ça, c'était pas prévu dans votre programme, ça? Ah non, pas trop, trop. Moi, je voulais reprendre une petite boîte et faire mes affaires tranquilles. Et donc, qu'est-ce que vous faites avec le reste de cette bâtisse, quoi? En fait, moi, j'avais un conseiller qui m'a suivi sur toutes mes démarches, et puis on cherchait en fait un investisseur parce qu'il y avait une opération immobilière à faire quand même. C'est-à-dire que moi, je voulais faire ma boîte, et puis on va trouver un investisseur. Voilà, si on peut mettre un restaurant, un magasin, un truc, un là, voilà. Faisons. Et en fait, il se trouve que sur plan, c'était intéressant. Ouais. Et puis en parlant avec mon père, voilà, donc du coup, je dis, voilà, il y a peut-être un coup à faire, tu connais quelqu'un, tu situes ça, et puis on se dit, mais tout compte fait. Et pourquoi pas toi? Et pourquoi pas toi? Ouais. Et donc du coup, en fait, mes parents de leur côté ont fait une affaire immobilière sur le bâtiment, et moi, j'ai récupéré la discothèque. Donc c'est deux entités différentes. Vous êtes dans le même bâtiment, mais vous travaillez chacun. Moi, en fait, je leur loue les murs de la discothèque, en fait. Ouais. Alors, vous êtes aussi complémentaires parce qu'il y a eu aussi une expérience, c'était le guest lounge. Oui, il y avait le lounge en bas, oui. Il y avait le lounge. Expérience qui n'a pas duré, malheureusement, mais qui, en termes de... ça s'est vraiment bien passé. Ce qui se passe, c'est que je crois qu'à un moment, j'ai vu un petit peu trop grand. Oui. C'est-à-dire que le bar, c'était le plus grand bar de Guyane. Oui. Et en fait, c'était intéressant, ça fonctionnait quand on faisait en fait du live, donc ça devenait limite, il fallait faire de l'événementiel, comme pour la discothèque à l'étage. Mais en formule bar, réellement, c'est vrai que c'était trop grand pour recevoir quelques personnes qui venaient juste boire un verre. Donc beaucoup de frais, c'était intéressant, voilà, mais ça devenait... Très classe, très cosy. Oui, super, très bonne expérience. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui, le lounge? Là, pour l'instant, il n'y a rien. D'accord. Les murs sont vides parce qu'on s'est concentré aussi sur l'activité de l'Eldorado. Il y a des projets pour ça? Pour le lounge ou l'Eldorado? Pour le lounge? Pour le lounge, non, là, je pense qu'on va se séparer des murs parce que il y a un moment, je veux dire, il y a investir courir dans tous les sens. Il faut, moi, je pense, faire des choix. Alors, il y a eu une complémentarité parce que c'est devenu un complexe un peu, le complexe Eldorado, où à l'époque le lounge, la boîte, le guest,
et puis bien évidemment, ce qu'on peut considérer comme toujours un cinéma, un théâtre, une salle de spectacle. Voilà. Et l'Eldorado, ben justement, c'est vrai que l'ensemble, c'était un petit peu lourd à supporter. Et en fait, on a fait le choix de l'Eldorado. L'Eldorado, aujourd'hui, ben, on continue en fait les projections, location de salles, conférences, showcase. Ça fait un peu cinéma d'auteur, cinéma privé aussi. Ben alors, cinéma, oui, on est sur notre cible, on n'est pas sur la même cible que l'Agora, donc on est tout ce qui est cinéma d'auteur. Puis dernièrement, j'ai reçu des artistes, enfin, on fait un petit peu de tout, on a beaucoup de demandes, les scolaires, les projections. Beaucoup de culturel, quoi. Voilà, du culturel, donc ben, on a tous les jours, il se passe quelque chose à l'Eldorado. Alors la boîte aussi qui est à côté, est-ce qu'elle fait bon ménage avec cet univers de grande culture? On a aussi ben, la jeunesse dont on parlait, cette jeunesse qui a pu vous occasionner aussi quelques troubles, parce que ça fait partie du métier à un moment donné. C'est exactement ça fait partie du métier, je veux dire, comme toutes les discothèques en fait, et pas seulement en Guyane, partout. Vous considérez comme ayant un rôle social aussi de canaliser cette jeunesse? Parce qu'ils viennent tous. C'est un peu un catalyseur, votre boîte. En fait, je veux dire, on vient, on s'amuse, ça drague, ça danse, ça se dépense, ça rencontre du monde. Oui. Qui rentre pas chez vous, Franck? Enfin, depuis 6 ans que je fais des soirées, on repère les personnes qui cherchent à... Vous avez qui à l'entrée? La sécurité, on a physio. Vous avez un physio? Oui. On rappelle ce qu'est un physio, quelqu'un qui est physionomiste, qui analyse un petit peu et aux yeux. En fait, c'est un peu lui qui a le mauvais rôle, quoi. C'est ça. Oui, non. Tu rentres pas. C'est la partie la plus délicate du métier. Ouais. C'est là que ça peut partir très loin quand les gens sont un peu déjà remontés. Non. À l'entrée, les gens me mécomprennent. Bon, ça râle parce que pourquoi je rentre pas, pourquoi lui, pourquoi. Ouais. C'est super compliqué. C'est la partie la plus délicate. Il y a un âge pour rentrer dans votre boîte de nuit? En dehors de la majorité? C'est compliqué. Nous, on est sur une cible jeune, donc on prend un public majeur. Normalement, on n'est pas censé se fier à la pièce d'identité, mais comme voilà, on est situé. Des autorités compétentes. Non, puis vous vendez de l'alcool. Non, mais on contrôle les pièces d'identité. C'est obligatoire. Il n'y a pas eu de gros soucis dans votre boîte. Il n'y a pas eu de coups de feu. Il n'y a pas eu de choses comme ça. Et on touche du bois. Que ça se passe. C'est du vrai bois. C'est du vrai bois. Je vous rassure. Que ça se passe plutôt bien. Il y a quand même à un moment donné des petites rumeurs par-ci, par-là. Vous y avez répondu aussi sur nos antennes. Ça vous fait peur au quotidien? Cette boîte de nuit, quand même? Non, pas cette boîte de nuit. Il y a un moment, j'ai fait un choix. Je sais très bien. Voilà, quand je dis cette boîte de nuit, enfin le monde de la nuit. Le monde de la nuit, c'est vrai que je suis conscient qu'il y a des gros risques. Il y a des gros risques, pas seulement. Jean Roch, que vous citiez, est allé en prison, vous le savez. Non, je savais pas. T'es condamné à cause de bagarres en 2010, je crois. Il a fait de la prison, je savais pas. Un petit peu. Non, c'est vrai que ce qui se passe, c'est que c'est sensible. Je veux dire, les gens, quelqu'un qui rentre, il a bu 2 coups dans la discothèque, quand il ressort, c'est pas le même. Ouais. Mais bon, dans le monde entier, j'en ai confronté à ça. Après, c'est vrai que c'est pas toutes les autorités qui le voient du même œil, quoi. Je veux dire, tu as bon, sans rentrer dans les détails, tu as des gens sur le terrain. Je veux dire, par exemple, on est en face du commissariat, donc on a la BAC, par exemple, pour ne citer que. C'est rassurant quand même d'être en face du commissariat ou pas? Ou c'est gênant pour vous? Non, en fait, ou c'est un peu une épée Damoclès? C'est pas la seule discothèque que j'ai gérée. Ouais. Le problème d'être en face du commissariat, c'est que tu peux avoir la madame qui colle son monsieur en train de danser zouk avec une autre madame, et dans la rue ça crie, et donc la police tout de suite regarde. Donc en fait, il loupe rien. Donc des fois on peut se dire il y a des embrouilles, alors que c'est le type d'embrouille qu'il y a partout. Mais là on ne peut pas être plus en face. On est bien d'accord. On peut pas être plus en face. Vous êtes presque... Donc c'est vrai que des fois c'est un peu, pour ça c'est un petit peu embêtant. Mais les relations sont quand même plutôt bonnes parce que vous n'avez pas mauvaise presse. Non, on n'a pas mauvaise presse. Après il y a des personnes sur le terrain qui sont confrontées aujourd'hui à une violence, qui savent ce que c'est que le métier, qui nous encouragent. Ouais. Et puis tu as des personnes des fois qui peut-être de leur bureau, qui sont jamais venues dans la discothèque. Il y a peut-être certains fantasmes en pensant qu'on fait du n'importe quoi. Je veux dire, tout de suite discothèque, prostitution, drogue, bagarre, etc. Alors que bon, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, le Guest, on a le plus gros service de sécurité de Guyane. Je veux dire, tu passes vendredi comme tu passes tous les vendredis. Tous les vendredis. Ma bouteille est toujours là? Oui, elle est toujours là. Elle a 6 ans. Mais elle a 6 ans. On a 7 agents, donc on fait bien notre travail. Mais tout le monde ne le sait pas parce qu'il faut venir voir ce qui se passe, quoi, les contraintes. Alors, il y a aussi la politique dans votre vie, curieusement, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps et pourtant, à un moment donné, on vous a vu sur une liste, la liste de Marie-Laure Phinera-Hort, maire de Cayenne. C'était pendant les élections municipales, en tout cas la campagne des élections municipales. Pourquoi on vous êtes retrouvé sur cette liste?
Comment? Bon, déjà, j'ai eu la chance de rencontrer cette dame, cette charmante dame, il y a déjà quelques années. J'ai fait classe avec son fils. Donc, moi, je l'ai connu. D'abord, une relation. Voilà. Oui. Voilà. Hors mairie, hors cadre. Hors mairie. Et puis, bon, un jour, j'ai reçu un coup de fil, savoir si on pouvait compter sur mon soutien. Vous êtes jeune, vous avez une boîte de nuit, vous êtes en vogue. C'est aussi une belle carte pour un parti. Donc vous y souscrivez, vous acceptez. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé, ou on a pensé vous donner une délégation, quelque chose, ou vous n'aviez pas le temps? Bon, vous étiez effectivement... On ne m'a pas posé la question, je n'ai pas posé la question non plus. C'est vrai que je pense que peut-être que je suis encore un petit peu jeune. Puis surtout très occupé, je suis pas mal absorbé par mon boulot et puis par mes projets futurs, etc. Et la politique vous intéresse? Étant guyanais, mes enfants étant nés ici, mes amis sont là, etc. Donc je pense que c'est normal qu'on ait envie de porter sa pierre à l'édifice, essayer de faire bouger les choses, contribuer à tout ça. Mais oui, je pense que... Mais après, il faut avoir le temps, il faut les occasions. Donc on ne sait jamais demain. On ne sait jamais, mais tout de suite, non, j'aime beaucoup le business et j'ai encore beaucoup de projets à réaliser. Si je ne me trompe pas, Jean-Roch doit avoir presque 50 ans, 48 ans. Dans 10 ans, dans 20 ans, vous y voyez toujours? Il paraît que le syndrome de la boîte de nuit, c'est jusqu'à la mort presque. Je ne sais pas, parce que j'ai croisé pas mal d'anciens gérants de discothèques. Ouais. C'est vrai qu'il y a un moment, les nuits blanches, ça use. Les nuits blanches, ça use, et puis on a envie d'avoir des week-ends en famille, etc. etc. Mais je ne sais pas trop. Enfin, c'est vraiment là, je ne me suis pas fixé de deadline. C'est en fonction de comment ça fonctionne. Vous n'êtes pas marié? Non, pas marié. Bon, vous êtes tranquille. Je ne sais pas, on ne sait jamais. Donc, dans 10 ans, est-ce que vous n'excluez pas de la politique, par exemple? Sincèrement, là, je me pose la question parce que tu me l'as posée, parce que vous me l'avez posée. Ouais. Mais faut vraiment à voir. Pour la Guyane, oui, mais il faut que l'opportunité se présente. C'est comme un peu dans le business, je fonctionne un petit peu au jour le jour en fonction de ce qui se présente. Et oui, mais j'aurais peut-être bien aimé, maintenant que vous me posez la question. Ouais. Alors, bon, on parlait de Jean-Roch, on va parler d'avenir, voilà, justement, et de développement. Est-ce qu'on va s'arrêter à cette boîte qui fonctionne plutôt bien, ou est-ce que vous avez des envies, des velléités de développement, pas forcément sur le territoire, mais ça peut être la Guadeloupe, ça peut être la Martinique, ça peut être le Brésil, le Suriname, une boîte française là-bas, par exemple, enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes posé la question de vous étendre? Alors, chaque année, je me pose la question. Chaque année, soit je m'agrandis, soit je rénove, soit je fais autre chose. Oui, ça vous caractérise. Ça. Votre boîte, elle est régulièrement clinquante. Hein, elle ne vieillit pas. Oui, ben voilà, chaque année. Donc là, je suis en plein dedans. En ce moment, je dors mal parce que j'ai des projets plein la tête. Ouais. Par contre, partir ouvrir ailleurs, je ne pense pas parce que en fait, la famille est ici, les enfants sont ici. Mais comment fait Jean-Roch? Ouais, mais là c'est bon, Jean-Roch, c'est notre. Et donc non, peut-être pourquoi pas déménager le guest, agrandir. Oui, c'est sûr qu'il y aura du plus. Bon. Mais après aller à l'étranger, je pense pas. On verra. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vous suivre nous de très près parce qu'on sent qu'il peut se passer des choses dans le département. Puis c'est grâce à vous aussi que le département bouge, danse et que cette jeunesse aussi danse. Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez dire merci avant la fin de cette émission? La mairie qui nous suit, je veux dire l'équipe. Ouais. Jusqu'au bout, vous placez votre... Non, même pas, non. Votre mère, hein. C'est sincère. Ouais. On la reçoit bientôt, on va la recevoir d'ailleurs. Les DJ qui font un très bon travail, l'équipe je suis fidèle et qui me sont fidèles aussi, qui font confiance. Donc ça soit de la sécurité, les barman, j'ai vraiment une très bonne équipe qui change très peu. Donc voilà, je voulais remettre tout ce monde-là. Je fais un gros bisou aux enfants, les parents parce que c'était un tremplin, un moment de pouvoir acheter une affaire, donc ça j'en suis conscient. Ouais. Je les remercie. Merci papa, merci maman. Voilà. Bon. Et puis merci Jordan. À vendredi. Ainsi s'achève cette émission, chers amis. Dans quelques minutes, on sera dans une ambiance pump it up. Chers amis, c'est déjà fini. Oui, nos invités nous quittent trop tôt, mais ça laisse comme un goût de pas assez. Donc on les reverra sans doute. Franck Pastor,
célèbre patron de boîte de nuit guyanais, patron du Guest, fut notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, ce plateau est le vôtre. Vous revenez quand vous voulez. On se quitte dans une petite ambiance placée sous le signe de... Voilà. Moi, je vais venir vendredi prochain avec... J'espère bien. Tati Lodat. Hein, elle vient tout le temps, forcément. Bon, ainsi s'achève cette émission. Balancez-nous la sauce, balancez-nous la sauce. On est dans le truc. Vous voyez pourquoi je viens pas le vendredi. Bon, voilà. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Vous êtes déjà là-haut. Rendez-vous pour le meilleur de la télévision locale. Et d'ici là, méfiez-vous des autres stations. Bye bye.